Alors, écoutez, bonjour à tous. Donc effectivement, on se voit aujourd'hui dans le cadre du partenariat qu'on a avec Materia depuis quelques années, où l'idée, voilà, c'est d'évoquer, de refaire un petit point sur les points importants, en fait, tout ce qui a pu être modifié, sur tout ce qui touche les dispositifs autour de la fiscalité de la recherche. Donc, je suis Frédéric Ray, le gérant d'Aread, et on va pouvoir passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci Inès. Alors très rapidement, mais juste quand même pour savoir qui nous sommes, pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà, vous pouvez y aller. Donc Ariad, en fait, on existe depuis 21 ans. Le siège est en Alsace, mais on a quelques bureaux sur toute la France. Bon, prioritairement Lyon, Paris, Nantes et Bordeaux. Et notre volonté depuis ces 21 ans, c'est d'aider nos clients en fait, optimiser tout ce qui est financement public au sens large. Et là-dedans, bon, bien évidemment, on trouve la fiscalité de la recherche. Et c'est pour ça que dans l'équipe, enfin, l'équipe est constituée essentiellement de consultants, ingénieurs et docteurs, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui demande de maîtriser un minimum tout ce qui est scientifique. À ce jour, on a un peu plus de 300 clients, et donc par rapport à ceux qui sont présents, j'imagine, on a à peu près une trentaine de pourcents de startups technologiques, forcément, une cinquantaine de PMI, le reste c'est des ETI ou des groupes. Voilà. On pourrait passer à la suivante. Donc, comme je disais préalablement, l'idée, effectivement, c'est d'aider nos clients pour voilà, participer au financement de leur développement sur différents sujets sur lesquels il y a le plus de dispositifs, bien évidemment. Donc, le premier, c'est tout ce qui tourne autour de l'innovation et la R&D. Et donc, ce sera le sujet principal d'aujourd'hui, étant donné ces dispositifs. Mais après, ça peut être l'export, l'environnement, l'investissement. Et comme vous le savez, il y a tout un tas de dispositifs, soit au niveau régional, soit au niveau national ou au niveau européen. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se focus surtout sur la partie finalement innovation R&D et la partie nationale avec la fiscalité de la recherche. Les prestations, voilà, en fonction des besoins, on va de l'audit au montage de dossier. Bon, dans la fiscalité de la recherche, on va le voir, il y a tout ce qui est CIR, GEI, agrément. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est projet collaboratif, même si c'est ça, c'est plus du domaine des pôles. Et aussi, bien évidemment, tout ce qui est aide européenne. Et on peut vous accompagner, y compris si vous ne faites pas appel à des prestataires, avec des formations qui portent sur ces différents sujets ou aussi un service de veille qui porte sur justement les différentes aides qui pourraient être intéressantes pour les entreprises. Voilà. Voilà rapidement qui on est. Alors, étant donné le sujet, je voulais aborder un point en 2 slides, mais qui est important, c'est de pouvoir faire la distinction entre ce qu'on appelle de l'innovation et de la R&D, en tout cas dans le cadre de la fiscalité de la recherche. On va passer à la suivante. Ouais, merci. Donc ça c'est un schéma du ministère de la Recherche, hein, voilà. Mais le point de départ, c'est d'avoir un projet pour développer un produit commercial. Donc en principe, on est censé faire une veille concurrentielle, voir un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Et à partir de là, on peut décider effectivement de développer un nouveau produit. Donc le premier cas, c'est qu'il y a pas besoin d'innovation, il n'y a pas besoin de R&D, hein. Si je prends un exemple de, je sais pas, un fabricant, je dis n'importe quoi, allez, d'aspirateur. Il a peut-être une gamme d'aspirateurs, il a peut-être un concurrent qui a un aspirateur où il l'a pas encore dans sa gamme, et donc pour des raisons commerciales, marketing, il va décider de le développer. Donc là, dans ce cas de figure, ce principe, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de recherche, donc on se retrouve dans le cas de gauche où on n'apporte rien en plus par rapport à ce qu'il y a sur le marché. C'est peut-être un plus par rapport à ma gamme, mais ce qui compte, c'est par rapport à ce qu'il y a sur mon marché. Donc on ne sera pas innovant. Alors après, par contre, si je veux développer un aspirateur qui n'existe pas sur le marché, donc là, on va regarder effectivement. Mais pour ce faire, on n'a peut-être pas forcément besoin d'activités de R&D et de l'innovation va suffire puisqu'on va apporter quelque chose d'un point de vue soit alors technique, c'est-à-dire un peu plus puissant, soit un point de vue d'éco-conception, d'ergonomie ou de fonctionnalité, une fonctionnalité qu'il n'y aurait pas sur cet aspirateur, et donc on va rester dans le cadre de l'innovation. Donc, si c'est ce cas-là, en fait, on descend et on va pouvoir faire éventuellement des travaux d'innovation et pouvoir déclarer du crédit d'impôt innovation, mais on verra effectivement qui peut en faire. Et puis après, quand je fais ce genre de choses, si je me repositionne, il y a quelques années, hein, si je suis dans l'aspirateur à l'époque avec Dyson, c'est vrai que eux, a priori, ils ont mené pas mal d'actions de R&D, ils ont pu sortir grâce à ça, en fait, un produit, comme vous le savez, c'est un aspirateur sans sac
Et derrière, ils ont pu découler, en fait, ont découlé toute une gamme basée sur ces technologies. Donc la différence, c'est l'innovation. On regarde ce qu'il y a en plus avec les produits que je veux développer par rapport à ce qu'il y a sur le marché d'un point de vue technique, fonctionnel, ergonomie et éco-conception. Et aujourd'hui, le plus souvent, c'est sur les aspects techniques et de fonctionnalité. Alors que la partie R&D, ben, il faut, comme c'est indiqué en haut à droite, il faut effectivement faire un état de l'art scientifique. Donc là, on n'est vraiment pas sur une notion de marché, de comparaison, de comparatif par rapport aux produits qu'il y a sur le marché, mais vraiment d'un point de vue technique scientifique. Et il faut faire ce qu'on appelle un état de l'art. Donc il faut finalement qu'il y ait des verrous scientifiques à lever, c'est-à-dire que finalement, par rapport à tout ce qui est disponible et par rapport à ce que je souhaite faire, il n'y a pas forcément de solution évidente. Et donc, je vais me rentrer dans un processus de recherche. Et comme c'est pas évident, bah, généralement, il y a des incertitudes. Voilà. Donc, il y a des verrous scientifiques à lever, il y a des incertitudes scientifiques à lever. C'est-à-dire que si on part du principe que je vais y arriver, quelque part, c'est pas forcément de la R&D. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base pour comprendre, en fait, dans tout ce qui va dérouler, quelle est la différence entre l'innovation et qu'est-ce qu'il y a de la différence entre la R&D par rapport à ce qui est attendu au niveau, alors, soit des impôts ou soit du ministère de la Recherche. Voilà. Donc, on peut passer sur le suivant. Voilà, j'ai refait ce petit schéma pour bien expliquer. C'est-à-dire, bien souvent, en fait, une opération de R&D, c'est quelque chose de fond, enfin, sur le fond, d'un point de vue technique, et qui, a priori, va pouvoir finalement bénéficier à l'ensemble des gammes de produits que je vais avoir. Voilà. Si je reprends mon exemple de Dyson, bah, c'est vrai que leur technologie d'aspiration, bah, après, ils l'ont développé alors, au départ sur l'aspirateur, mais après, ils en ont fait des ventilateurs, ils en ont fait des sèche-cheveux, enfin, etc., etc. Donc, la base, ce qui a été visiblement, on va considérer en tout cas qu'il y a nécessité de la R&D, a pu être après décliné pour des produits innovants qu'ils ont pu mettre effectivement sur le marché. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Voilà, on peut passer sur la suite parce que ça, c'est la base de tout. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit rappel sur les dispositifs les plus, on va dire, les plus connus à date, hein, c'est-à-dire le CIR, donc le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise, et puis innovante, pardon, et puis j'ai mis, même si on l'avait pas mis initialement, le CIFRE, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important à connaître, et on va voir pourquoi. Donc, on peut passer à la suivante. Alors, la première, c'est, alors sur un webinaire comme celui-là, hein, l'objectif, bien sûr, c'est pas de redévelopper tous les critères d'éligibilité sur le CI, sur le CIR, mais donc sur ce petit tableau, c'est de comprendre en fait quelle est la différence, basée sur ce que je viens de vous présenter, entre les deux dispositifs. Alors, le premier cas, c'est déjà sur le crédit d'impôt innovation. Donc, il faut savoir qu'il ne s'adresse qu'à des PME, donc des PME au sens communautaire du terme. Donc, c'est généralement des entreprises qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont moins de 250 personnes. Donc, on raisonne en fait sur la globalité de la structure, hein. C'est-à-dire que si j'ai un petit groupe qui est composé de deux sociétés et que l'ensemble dépasse ces chiffres, bah, c'est pas considéré comme une PME. On ne raisonne pas juste au niveau de l'entité juridique, mais il faut raisonner vraiment sur l'ensemble capitalistique finalement de l'ensemble des sociétés. Donc le CI, c'est que pour les PME, d'accord? Contrairement au crédit impôt recherche, c'est pour toutes les entreprises. Donc bien évidemment les startups, les PME, mais bien évidemment les groupes. Voilà. Et comme chaque année, en ce moment, vous l'entendrez sûrement parler dans le cadre des recherches économiques en cours, forcément, c'est cette partie-là qui est visée en particulier sur les groupes. Mais bon, ça, on verra ce que ça donne, puisque chaque année, ça revient toujours un petit peu sur le tapis. L'autre différence importante à avoir en tête, c'est sur quoi on peut l'appliquer. Donc, ce qui est important, c'est que le crédit d'impôt innovation, on ne peut l'appliquer que pour le développement de produits innovants. Donc, c'est des produits, donc c'est par rapport à des choses qu'on va vendre. Contrairement à la recherche, dans le cadre du CIR, où on va pouvoir faire des activités de recherche portant bien évidemment sur des produits, mais aussi sur des process ou sur des méthodes. Donc, par exemple, si je travaille sur, je sais pas, j'améliore mon processus interne pour fabriquer un produit, si ça nécessite une activité de R&D, je pourrais éventuellement le déclarer dans un cas d'un CIR, mais par contre, si c'est que innovant, entre guillemets, et qu'il n'y a pas forcément de verrou scientifique à lever, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir faire un CI sur un développement de process interne. Donc ça, c'est important, ça ne peut s'appliquer pour le développement de produits, donc des produits qu'on va vendre sur un marché. Alors, pour essayer d'illustrer ça, hein, parce que bon, maintenant ça fait déjà quelques années que le CI existe, hein, depuis 2014, mais initialement, par exemple, il y a eu quelques soucis avec, bon, bien évidemment, il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont dans l'informatique. Pour bien comprendre le distinguo, c'est que voilà, une société qui vend un logiciel, alors soit sous forme de licence, aujourd'hui ça se fait de moins en moins, mais par exemple en mode SaaS, donc avec une location, donc elle vend bien son logiciel puisqu'on paye un abonnement tous les mois, donc ça va être considéré comme un produit. Par contre, une plateforme du style Airbnb,
Bah, quand vous mettez votre appartement en location, si personne ne le loue, Airbnb n'a pas de revenus, en fait. Donc, en fait, il perçoit une commission. Donc, finalement, ce n'est pas la vente d'un produit dans ce cas de figure. C'est considéré, en fait, comme un service. Et par exemple, ce type de développement, du coup, n'est pas éligible, en fait, au crédit impôt innovation. D'accord? Donc, ça, cette notion-là de produit est importante. Le troisième aspect, on l'a déjà évoqué précédemment. Donc, d'un côté, en fait, on va raisonner, il va falloir démontrer qu'on améliore d'un point de vue fonctionnel, technique, en termes d'ergonomie ou d'éco-conception, le produit par rapport à ce qu'il y a sur le marché. D'accord? Et aujourd'hui, le plus souvent, c'est en fait des améliorations fonctionnelles ou des améliorations techniques. Sur la partie éco-conception ergonomique, bien évidemment, il ne faut pas juste dire que mon produit est plus ergonomique, il faut pouvoir être capable de le démontrer par rapport à tous les produits qu'il y a sur le marché concurrent. Donc ça sous-entend, par exemple, de faire des études d'ergonomie par rapport aux produits sur le marché et mon produit à moi. Voilà. Et de l'autre côté, sur la partie recherche, donc on n'est pas produit, on est vraiment sur des connaissances scientifiques, et là, il va falloir démontrer, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des verrous scientifiques à lever et qu'il y a des incertitudes. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit qu'on va chercher dans cette direction, mais ça se trouve, on se trompe, ou peut-être que même on ne va pas y arriver. Voilà. Donc l'autre différence en se basant là-dessus, bah, c'est que dans le cas du CI, ce qui est important, ça va être le marché de référence, alors que dans le cas du CIR, ça va être l'état de l'art. Et là aussi, c'est important parce qu'en théorie, l'état de l'art, il doit être mondial. Donc un état de l'art, c'est pas juste se contenter de ce qu'ont fait mes concurrents français. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde aussi en Europe, voire dans le monde, ce qui se fait d'un point de vue au niveau des thèses, sur tout ce qui est enfin, voilà, publication R&D, de recherche. D'accord? Et c'est pas parce qu'il faut, par exemple, payer un transfert technologique auprès d'un laboratoire public, ça va être considéré comme accessible, même s'il faut payer. D'accord? Puisqu'en fait, en payant, je peux y accéder. Donc, je peux pas dire, bah oui, mais ça, je veux payer, donc moi, je vais le refaire. Ben non. Donc, ça veut dire que c'est pas de la R&D, puisque ça existe déjà, ça a déjà été fait. D'accord? Et le marché de référence, ça aussi, c'est important, puisque là, par contre, si j'ai un concurrent, imaginons qu'il soit aux États-Unis, mais que ce concurrent, ils ne vendent qu'aux États-Unis et ils ne vendent pas en Europe. Et que moi, je veux développer, comme je disais tout à l'heure, un aspirateur, lui, il l'a peut-être dans sa gamme, mais moi, je ne l'ai pas et je veux le développer, mais pour le vendre en Europe. Bah, si je raisonne sur mon marché de référence, qui est que le marché européen, parce que je ne vends que sur le marché européen, bah là, je n'ai pas de concurrent, même si le produit existe déjà aux États-Unis. Donc, on va pouvoir considérer que c'est de l'innovation et on va pouvoir potentiellement faire du CI sur ce projet de développement. D'accord? Donc, voilà les différences à ce niveau-là. Après, les autres différences notables, bah, c'est que, en tout cas depuis 2023, donc le crédit d'impôt innovation est plafonné à 120 000 euros de crédit d'impôt par an, puisqu'on est 400 000 euros de dépenses et qu'on a un taux de 30% de crédit d'impôt, donc ça fait 120 000 euros. Alors que de l'autre côté, sur le principe, il n'y a pas de plafond. Enfin, sauf à partir de 100 millions, on bascule sur un taux de 5% au lieu de 30%, mais sur le principe, il n'y a pas de plafond. L'autre différence notoire, c'est que sur la partie recherche, bah, le plus souvent, il va falloir démontrer que le personnel qui travaille sur le marché recherche a les compétences pour faire de la recherche. Donc le basique, c'est d'avoir un diplôme de style ingénieur, chercheur ou technicien pour ceux qui accompagnent, qui travaillent avec les ingénieurs. Mais après, bon, bien sûr, il y a des subtilités. C'est-à-dire qu'après, si par expérience, si la personne, pendant 20 ans, a travaillé dans l'entreprise, a acquis des compétences, n'a pas forcément son diplôme, mais que son, comment dire, son savoir-faire est reconnu en termes de R&D par rapport à son poste, par rapport à son niveau de rémunération, etc., etc., on pourra considérer bien évidemment qu'il a le niveau pour faire des opérations de recherche. Alors que pour l'innovation, on n'a pas ces contraintes-là. C'est-à-dire que sur le principe, dans un projet d'innovation, imaginons que le responsable marketing participe à l'élaboration du cahier des charges par rapport au nouveau produit, par exemple, bah voilà, typiquement, ce type de personne sur le temps passé sur le projet pourrait être éligible. Voilà. Si on reste sur le personnel, la différence, c'est que d'un côté, aussi au niveau du crédit d'impôt recherche, on va pouvoir valoriser spécifiquement des jeunes docteurs, ce qu'on n'aura pas de l'autre côté. La différence depuis l'année passée aussi entre les deux, bah, c'est que pour toute la partie salariale, on a des frais forfaitaires qui correspondent finalement aux dépenses liées aux chercheurs qui sont de 43% dans le cas du CIA. Donc c'est ce qu'on avait avant dans le CI, mais l'année passée, ils l'ont enlevé puisqu'en échange, en fait, le taux est passé à 30%. Voilà. Donc on n'a plus les 43%, mais le taux est passé à 30%. Et enfin, les dernières différences notables, c'est que d'un côté, dans le cas du CR, dans le cas de la recherche, on peut valoriser certaines dépenses de veille technologique. Et on peut aussi valoriser certaines dépenses liées à des normalisations, ce qu'on n'a pas dans le CI. Par contre, de l'autre côté, comme pour les brevets, on va pouvoir, par exemple, mettre dans les dépenses liées à tout ce qui est dessin, forme particulière, en fait, dans le cas
de mes produits, par exemple, là, si c'est lié à l'ergonomie. Voilà. Et donc, ce que j'ai marqué en bas, ce qui est important de se rappeler, donc depuis l'année passée, hein, donc depuis l'année civile 2023, donc pour les déclarations qui ont lieu en 2024, le taux du crédit d'impôt par rapport aux dépenses, en fait, est le même. Donc, on est passé à 30% dans les deux cas de figure. Voilà. Donc, je vous propose, Inès, de passer à la suivante. Alors, alors le chiffre. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que le chiffre, c'est quoi? C'est quand, en fait, vous avez un ingénieur un doctorant. Donc, c'est un ingénieur qui va poursuivre en faisant une thèse. Et donc, dans le cadre de ces thèses, en fait, un CIFRE, c'est un partenariat entre une entreprise, un étudiant, voilà, un postdoctorant, et un laboratoire. D'accord? Et donc, dans ce cas de figure-là, alors, au-delà du fait qu'il existe une subvention annuelle de 14 000 euros chaque année pendant les 3 ans, bah, bien évidemment, puisque c'est une thèse, cette personne-là on va pouvoir la valoriser dans le cadre du CIR. Voilà. Donc j'ai fait un petit calcul, enfin je vous ai fait la démonstration par rapport à un salaire chargé annuel initial, au final par rapport à ce que coûtait un chiffre annuellement. Donc en gros on parle de 40 000 euros, mais si on tient compte de la subvention et du crédit d'impôt, on arrive à un coût réel en fait de 13 000 euros. Bon, donc ça c'est le côté entre guillemets intéressant, coût de la ressource, d'accord? Mais ce qui est important, enfin important, c'est ce que j'appelle souvent le deuxième effet qui se coule, c'est qu'au-delà de l'avantage financier, c'est quand on fait un dossier de cire, c'est un super indicateur de recherche. Voilà. Donc forcément, si un jour vous avez des contrôles, ben, à ma connaissance, en tout cas à 21 ans, c'est jamais arrivé que même un universitaire qui contrôle dans le cadre du ministère de la Recherche un de vos dossiers remette en cause un chiffre, parce que là, ce ne serait pas cohérent. Un chiffre, c'est forcément de la recherche, donc on peut pas le remettre en question. Donc dans le cadre d'un contrôle, c'est un super indicateur de recherche, puisqu'on demande aujourd'hui dans les dossiers tous les indicateurs de recherche dont pourrait bénéficier, mettre en avant en tout cas l'entreprise. Voilà, donc je l'ai mis ici pour rappel, parce que dans le cadre du CIR, c'est un très bon moyen de le sécuriser, en plus de l'avantage financier et de la ressource que ça peut permettre d'avoir sur un projet de recherche. Voilà. Et c'est sous-utilisé. Voilà, donc on vous invite, même si on n'a aucun intérêt à en faire, à à l'utiliser beaucoup plus que ce n'est utilisé aujourd'hui. Alors, bon, je ne connais pas tous les participants, mais donc du coup, vous ne serez peut-être pas forcément tous concernés par le statut de jeune entreprise innovante. Donc, mais je vais quand même en parler parce que c'est lié. Donc, le statut de jeune entreprise innovante, c'est pour les entreprises qui ont des startups, on va dire, allez, même hein, si une startup c'est plutôt 3 ans, alors que là on peut aller jusqu'à 8 ans qui peuvent bénéficier d'avantages complémentaires, supplémentaires. Voilà. Donc, alors déjà, pour être éligible au-delà d'être une PME, etc., d'avoir moins de 8 ans d'existence, ça, c'est les trucs assez classiques hein, qui sont connus depuis que le dispositif existe en 2004. Mais pour rappel, ne sont éligibles à ce statut-là potentiellement que les entreprises qui ont au moins 15% de toutes leurs dépenses, donc les dépenses, c'est tout ce qui impacte en fait le compte de résultat, en dépenses de R&D. Voilà. Et ça, je l'ai mis en bas, parce que c'est important, en fait, là aussi, il y a encore aujourd'hui enfin, des erreurs possibles, puisque forcément, on utilise le mot innovation dans une entreprise innovante, alors qu'en fait, les 15% parlent bien de 15% de dépenses de R&D au sens du CIR et pas au sens du CI ou de BPI. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, c'est l'éligibilité de la société. Et après, depuis 2014 aussi, l'URSSAF a rajouté sa petite touche, puisqu'avant, potentiellement, on pouvait mettre tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne peut mettre, donc ne sont éligibles qu'aux avantages qu'on va voir après, que les personnes qui passent au moins 50% de leur temps à faire de la R&D et de l'innovation, cette fois-ci. Donc pour l'entreprise, on raisonne que sur les dépenses de R&D, mais pour le personnel, on raisonne en fait sur tout le temps passé à faire de la R&D et de l'innovation. D'accord? Donc si on est JUI, quels sont les avantages? Alors, les trois principaux avantages, c'est l'exonération de certaines charges patronales. Alors, c'est pas toutes, hein, j'aurais dû, ouais, j'ai dit les charges patronales, mais c'est pas toutes, hein. En gros, ça fait à peu près 50% des charges. Donc, si vous avez un ingénieur, on va dire, allez, aujourd'hui chargé, allez, pour faire simple, à 40%, en gros, vous économisez 20% des charges de votre ingénieur. Donc, selon le type d'ingénieur, selon la localisation, le secteur d'activité, etc., en gros, ça peut représenter entre 8 et 10 000 euros quand même d'exonération par an. Voilà. L'autre avantage, bon, alors c'est listé, mais au final, quand on est une PME, de toute façon, on a cet avantage, c'est le remboursement immédiat, alors je mets immédiat entre guillemets, des créances de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, parce que l'immédiat peut durer parfois 12 mois, si ce n'est pas plus. Voilà. Voilà. Et l'autre, alors ça, c'est
aussi un petit avantage, mais qu'on rencontre parfois, alors plus c'est chez les ESN, un peu moins dans des activités industrielles classiques, c'est la possibilité la possibilité de bénéficier du passeport talent. Alors, je suis pas un spécialiste du passeport talent, mais pour faire simple, c'est qu'en gros, ça facilite le recrutement de personnel étranger, en fait, sur des métiers en tension, comme par exemple les informaticiens. Voilà. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà fait, c'est pas si simple. Il faut pouvoir justifier tout un tas de choses si on n'est pas sur un métier en tension. Et là, si on est JUI, en fait, on bénéficie de ce passeport, ce qui fait que ça simplifie en fait la possibilité d'aller recruter un ingénieur en informatique, par exemple, ou un docteur en informatique dans un autre pays et le faire venir travailler en France. Voilà. Donc il y a quelques autres avantages, mais bon, qui sont plus anecdotiques, ça que c'est quand même les principaux. Voilà. Alors il y avait un avantage, mais on va le voir après quand je ferai le petit rappel, c'était sur la partie yes. Alors le JUI nous les conseils qu'on donne, bien évidemment, enfin bien évidemment, qu'on donne. Le premier, c'est que c'est déclaratif, hein, c'est comme un crédit impôt recherche. Vous pouvez déclarer du crédit impôt et puis dire, bon, vous avez un crédit impôt de 100 000 euros, puis voilà, le déclarer, hein, voilà. Donc après, à vous de prendre votre risque si un jour il y a un contrôle. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous pouvez vous déclarer JUI, mais le risque, c'est effectivement d'avoir un contrôle. Donc ce ne sera pas un contrôle des impôts dans ce cas de figure, mais ce sera surtout un contrôle plutôt de l'URSSAF par rapport aux exonérations de charges que vous aurez pu déclarer sur votre personnel ingénieur ou autre. Voilà. Donc, ce qui est conseillé, bien évidemment, c'est de faire une demande. Alors, la particularité, c'est que la demande se fait auprès des impôts. Donc, on envoie notre demande au SIE. Le SIE mandate systématiquement le ministère de la Recherche. Ils ont 3 mois pour répondre. Si dans les 3 mois, ils n'ont pas répondu, c'est considéré comme acté. Mais derrière, c'est pour bénéficier en fait d'un avantage auprès de l'URSSAF, puisque c'est la partie patronale. D'accord? Et donc, quand l'URSSAF vient, généralement, ils vous demandent ce petit papier. Et comme on ne peut pas l'avoir de manière rétroactive, si vous n'avez pas fait cette démarche et que vous avez un contrôle URSSAF et que vous n'avez pas ce papier, pour être sûr à 200% d'être redressé. Voilà. Et l'autre aspect, l'autre avantage du GUI, pour ceux qui peuvent le demander et en bénéficier, c'est toujours le double effet, ce que j'appelle les doubles effets qui se coulent. C'est qu'au-delà des avantages, c'est toujours pareil sur la sécurisation du CIR, en fait, en cas de contrôle, puisque comme on envoie un dossier, que c'est un rescrit, et s'il est accepté, ça vaut rescrit. Donc en fait, en gros, une entreprise qui est JUI, qui a fait sa demande, en tout cas pendant un certain temps, hein, c'est pas ad vitam aeternam, entre guillemets, elle a moins de risques d'être contrôlée et éventuellement de mettre comment dirais-je, mais si c'est pas suffisant, en tout cas de reclasser ses travaux comme n'étant pas de la recherche. Voilà. Voilà pour le statut JUI. Puisqu'on parle de ça, ce que j'ai voulu aussi remettre en perspective, c'est un petit rappel par rapport à la loi de finances, parce qu'il y en a une qui a fait pas mal de modifications, c'est celle de 2022. Et puis du coup, dans le cadre du jeu d'entreprise de croissance, on verra aussi là ce qui est passé en 2024, début 2024, et puis on verra pour l'année prochaine, mais ça c'est une autre histoire. Donc loi de finances 2022, donc sur le JUI, donc il a été prolongé pour l'instant jusqu'à fin 2024, d'accord? À un moment donné, ils étaient passés de 8 ans d'existence à 11 ans d'existence, puis on est revenu à 8 ans d'existence, sauf que avec la loi de finances 2024, l'avantage fiscal a été annulé. Donc au final, ça change plus grand-chose. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les avantages, je ne l'ai pas mis, parce que ça, c'est quelque chose, effectivement, qui existait pour les entreprises créées avant 2024, puisqu'en fait, c'est disparu à partir de 2024. Voilà. Sur notre crédit impôt innovation, il a été prolongé jusqu'à fin 2024. Donc là, ça veut dire que pour les travaux de 2024, on pourra encore en déclarer début 2025. Mais après, maintenant, il faut attendre effectivement la loi de finances 2025 pour savoir s'ils vont le prolonger ou pas. Bon, jusqu'à présent, ils l'ont toujours fait, voilà, le risque existe toujours, sachant que le CI, voilà, les montants n'ont rien à voir avec le crédit impôt recherche. Voilà. Et puis surtout, il ne concerne que les PME, donc ce serait quand même pas très pertinent de le supprimer. Mais bon, on verra. Et donc, le passage du taux, donc, comme je disais tout à l'heure, de 20% à 30%, comme le crédit impôt recherche, mais par contre, ils ont supprimé les frais de fonctionnement à 43% sur les salaires en fait rentrant dans l'assiette du crédit impôt innovation. Sur le CIR en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté le doublement des dépenses en fait pour la sous-traitance d'activités de recherche auprès des laboratoires publics. Pour ceux qui connaissent un peu, qui s'en rappellent, c'est-à-dire qu'en gros, si vous aviez une facture du CNRS de 10 000, vous pouviez en tenir compte pour 20 000
d'un point de vue comptable, dans vos assiettes de dépenses de R&D. Donc ça a été supprimé suite à un long débat en fait au niveau européen, puisque il y avait une déviance de concurrence entre finalement les centres de recherche privés et les centres de recherche publics. Voilà. Et du coup, bah, les centres de recherche publics ont aussi maintenant la nécessité d'avoir un agrément, comme les privés. Sauf que forcément, c'est plus simple en fait, hein. C'est quasiment donné systématiquement. Alors que par contre, pour une entreprise privée, c'est très compliqué, de plus en plus compliqué à avoir un agrément de recherche. Et en échange, ils ont créé le SICO, voilà, alors le crédit impôt, recherche, collaboration. Donc pour inciter à continuer à travailler en collaboration avec les entités publiques, sauf que, bon, on va dire que c'est un bide, hein. On fait partie de l'association des conseillers en innovation. Honnêtement, même sur des structures plus importantes que la nôtre, ouais, enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est déclaré parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que alors, c'est pas d'avoir des factures des organismes de recherche, hein, ça, c'est pas un souci. C'est pas le souci, en fait, c'est que il faut que le projet, le risque du projet soit partagé avec l'institut de recherche. Voilà, et c'est là où ça pose un problème. Il faut partager les risques, il faut partager les résultats. Il ne faut pas qu'il y ait de marge sur les prestations qui sont facturées à l'entreprise privée. Or, dans la partie publique, dans les labos publics CNRS et compagnie, bien souvent, ils ont une façon de comptabiliser en fait leurs coûts qui ne permet pas de pouvoir justifier ce genre de choses. Donc en fait, voilà. Donc voilà. On va dire que c'est un bide. Voilà. Je pense il n'y a pas d'autre conclusion possible. Donc ça, c'était 2022, et maintenant on va voir 2024. Donc comme je disais, donc depuis pour toutes les JUI, hein, donc qui se sont créées par contre à partir du 1er janvier 2024. Donc il n'y a plus l'avantage fiscal en fait qui existait précédemment. Donc l'avantage fiscal, c'était quoi? C'est la première année où on faisait des bénéfices pour une start-up JUI, elle était exonérée à 100% et la deuxième année à 50%. Voilà. Donc ça a été supprimé. Voilà. Et puis 2024, ils ont créé le statut de jeune entreprise alors innovante de croissance, où JUI en forte croissance économique. Bon, alors c'était créé, mais on attendait le décret, hein. Donc le décret, il est venu qu'en mai, hein. Donc il ne s'est rien passé entre le 1er janvier et le 24 mai. Euh, pour élargir en fait finalement les avantages des JUI. Donc c'est pour dorénavant des entreprises qui seraient à moins de 15%, donc entre 5% de dépenses de recherche et 15% de dépenses de recherche. D'accord? Donc c'est le même principe que tout à l'heure, hein. C'est toutes les dépenses qui sont déductibles, hein, qui impactent le résultat de la société. Potentiellement, elles peuvent bénéficier des avantages du statut JUI, mais il faut que ce soit à forte croissance. Donc c'est quoi en fait? Et c'est ce qui a été défini dans le décret du 24 mai 2024. C'est quoi une entreprise en forte croissance? Donc, c'est une entreprise qui a eu au moins une augmentation de 100% de ses effectifs en ETP et d'au moins 10 ETP à la clôture de l'exercice considéré N comparativement à l'exercice à l'avant-dernier exercice, donc N-3. Donc, ça veut dire par exemple, euh, là au 31 décembre 2024, une entreprise qui comparerait ses effectifs par rapport à l'effectif au 31 décembre 2021, voilà. Bah, si l'effectif a augmenté d'au moins 10 et d'au moins 100, c'est-à-dire qu'ils étaient 10 et puis aujourd'hui ils seront plus de 20, par exemple, mais qu'elle a entre 5% de dépenses de R&D, enfin entre 5 et 15% de R&D, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de dépenses de R&D, bien sûr, elle peut pas bénéficier de ce statut, bah, elle pourrait donc demander ce statut. Voilà. Il y a quand même une autre clause, il faut qu'effectivement les dépenses n'aient pas diminué, en fait, hein. Voilà. Euh, donc pour l'instant, bon, on n'a pas eu, enfin en tout cas pour l'instant ça en est à son début, donc on n'a pas de visibilité par rapport à l'intérêt, au nombre de sociétés qui peuvent être considérées par ce statut. Voilà, donc ce sera à suivre par rapport à ce que ça va pouvoir donner. Alors, sur ce sujet-là, et pour terminer, je voulais faire un point sur la notion de cumul des aides, parce que ça, c'est quand même un sujet aussi assez récurrent avec tout ce qui est crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. C'est que, voilà, il y a quand même comment dirais-je, des idées un peu erronées, comme quoi, finalement, si j'ai obtenu une subvention de l'Europe, enfin une subvention liée à de la R&D, hein, de l'Europe, ou si j'ai obtenu des aides de BPI pour mon projet d'innovation, bah, je ne peux pas faire du CIR ou du CI. Et donc, c'est faux. Bon, donc je vais vous expliquer pourquoi. Il faut partir en fait de la règle européenne, d'accord? Règle de cumul des aides, d'accord? Donc sur le principe, les aides, quelle que soit leur origine, sont cumulables. Voilà.
mais néanmoins, il faut pas, on verra après, il faut pas dépasser en fait un taux d'aide. C'est ce qu'on appelle le taux d'intensité maximum d'aide en fait dans le cadre d'un projet. Voilà. Alors après, bon, ça c'est une petite spécificité, hein, je vous ai repris le texte, mais bien évidemment, comme des aides, on peut avoir des crédits d'impôt, des subventions, des avances, des prêts. À un moment donné, pour pas mélanger des choux et des carottes, quand on a des prêts, il faut la transformer en équivalent de subvention, etc., pour calculer ce taux maximum d'intervention. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont déjà demandé des aides, on vous demande systématiquement bah, quelles aides vous avez obtenues les 3 dernières années, en fait. Voilà. Pour s'assurer qu'effectivement, vous ne dépassez pas, en fonction du sujet, ce fameux taux d'intensité maximum. Voilà. Alors, bien évidemment, ce qu'on ne peut pas avoir, c'est, comment dirais-je, pas sur le même euro, enfin, et encore, pas sur le même, si on peut l'avoir, mais d'une certaine manière, mais c'est surtout sur un projet. En fait, là, on peut jouer, c'est sur le découpage d'un projet. C'est-à-dire, si on peut très bien dire que sur une partie de mon projet, si mon projet fait, je dis n'importe quoi, 200 000 euros, il y aura peut-être une aide BPI qui est plafonnée à 50 000 euros, bah, je vais mettre 100 000 pour aller chercher 50 000. Et puis, s'il y a une aide régionale à l'innovation, bah, je vais peut-être aller chercher l'aide à l'innovation de la région sur le reste de mon projet. Voilà. Mais donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces aides de BPI ou régions liées à l'innovation se cumulent avec le CIR ou le CI. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant. Ça, donc, c'est spécifique à la RDI, mais je vous passe bien sûr le décret hein, qui fait je sais pas combien de pages au niveau européen. Donc, ça, c'est juste le tableau, mais c'est pour vous montrer en fait ce fameux taux d'intensité maximum. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la taille d'entreprise, en fonction du type de recherche, etc., il y a un taux bah, sur un projet qu'on ne peut pas dépasser. Voilà. Donc c'est pour ça que par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais dans certains cas, euh, vous avez la possibilité d'avoir par exemple une aide de BPI ou de la région, une aide à l'innovation de la région, et d'avoir un complément FEDER, qui est une aide européenne mais gérée par la région. Et donc, bah, si d'un côté vous avez 20, si le taux d'intensité maximum, bah, vous voyez, il est par exemple de 45% pour une petite entreprise sur le développement expérimental, bah, vous pouvez avoir 20 de BPI ou de la région et 20 du FEDER. On arrive à 40. Voilà. Alors, si vous avez déjà eu 40 de la région, bah, c'est sûr que vous ne pouvez pas aller chercher les 20 supplémentaires au FEDER puisque vous dépasseriez les 40. Voilà. Mais c'est ça la logique. Et donc, on a la même logique avec la partie fiscalité de la recherche. C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Donc là, j'ai pris, c'est juste pour illustrer, hein, mais imaginons que vous aviez un projet global dont les dépenses, c'est 500 000 euros. D'accord? Vous êtes allé voir BPI et vous avez réussi à avoir une aide de 50% en fait sur ce projet. Donc 250 000 euros. D'accord? Et donc, dans ce projet global, si vous vous rappelez le petit schéma au préalable, bah, du coup, dans ce projet, il y a une partie qui va être considérée comme de la recherche, imaginons, une sous-partie du projet, et puis une autre partie qui va être considérée comme de l'innovation. Et puis, bah, éventuellement, il y a une partie en fait qui est plus le management de projet ou ce genre de choses qui ne sont pas éligibles en fait au CIR ou au CI. D'accord? Donc, bah, sur mon projet, je peux avoir potentiellement donc, les 250 000 euros d'aide par rapport à mes dépenses. Sur le CIR, alors pardon, c'est une explication un peu simpliste, hein, mais en gros, sur les dépenses qui se chevauchent entre celles qui sont éligibles à BPI, voilà, le calcul, tout ça est plus complexe, mais c'est pour comprendre la logique, et ce qui est éligible, les mêmes dépenses au CIR. Si j'ai 100 000 de dépenses éligibles au CIR, bah, je vais avoir 100 000 moins mes 50%, donc moins 50 000. Donc sur cette base de dépenses, bah, je vais avoir 30% de crédit d'impôt, donc 15 000 euros de crédit d'impôt. Voilà, sur mes 50 000 qui restent, qui n'ont pas déjà été financés par BPI. Et si sur la partie du projet qui est éligible à la partie innovation, bah, j'ai 200 000 euros de dépenses qui sont potentiellement éligibles à ce dispositif-là, bah, ça va être la même logique. Donc j'ai 200 000 moins, puisque j'ai déjà eu 50%, j'enlève ces 50%, il me reste 100 000 euros de base sur lequel j'applique 30%, et donc je peux avoir 30 000 euros potentiellement de crédit d'impôt sur cette partie-là. Voilà. Donc au final, bah, pour mon montant d'aide global pour 500 000 euros de dépenses, il est de 250 plus 15 000 plus 30 000, donc 295 000, soit à quelque chose près, 60% en fait de mon projet, ce qui est inférieur. Généralement, on prend la partie recherche industrielle, donc inférieur à mes 70%. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors là, c'est une explication simpliste, hein, parce qu'après, bien évidemment, comme on ne calcule pas de la même façon des deux côtés, voilà, il y a tout un tas d'ajustements à faire, etc. Mais c'est le principe, et donc il faut avoir en tête que c'est pas parce que vous avez une aide à l'innovation, peu importe de qui, sur un projet que vous ne pouvez pas faire en parallèle du CIR et ou du CI, si bien évidemment le projet ou les dépenses sont éligibles. D'accord? La petite particularité, par exemple, avec les avances ou les prêts,
c'est que on en tient compte au moment en fait où finalement vous touchez l'aide. Par contre, à un moment où vous la remboursez, on la réintègre en fait dans un futur crédit d'impôt comme assiette proportionnellement en fait à ce que vous remboursez au fur et à mesure. Bon, voilà, ça devient encore un peu plus technique. Voilà, donc ça c'est le dernier slide. Voilà, on est sur 38 minutes. Donc merci, en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, comme c'était prévu, voilà, maintenant sur le dernier temps qui reste, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles ou je ne sais pas s'il y en a dans le